Bonjour, voici les derniers jours pendant lesquels votre soutien peut être défiscalisé à hauteur de 66%. Rendez-vous sur notre site lenouvelespritpublic.fr sans séparation. Cliquez sur l'onglet Soutenez-nous, choisissez un don mensuel ou un don ponctuel et soyez-en remerciés. À tout de suite. Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public qui sera consacré au procès des attentats de 2015 et que nous allons tenter d'éclairer avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, avec David Jayes, enseignant et essayiste, et avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Nous allons essayer de le faire au cours d'une conversation avec Georges Saline. Georges Saline, avec votre épouse Emmanuelle, comme vous, médecin de santé publique, vous avez eu 3 enfants, 2 garçons et une fille, et le 13 novembre 2015, votre fille Lola a été assassinée au Bataclan. Quelque temps plus tard, vous avez fondé l'association 13-11-15 Fraternité et Vérité. Vous avez ensuite publié aux éditions du Seuil L'Indicible de A à Z, journal d'une douleur, d'une absence, d'un souvenir, d'un amour, chronique des répercussions d'un événement monstrueux. La densité, la précision, la vérité, la dignité de ce livre et sa capacité à faire comprendre et à transmettre vous ont valu une invitation inattendue. Asdin Mimour, le père de Sami, l'un des terroristes abattus le 13 novembre, a souhaité vous rencontrer, vous, le père de Lola. D'un premier contact organisé par Sébastien Boussois, spécialiste de la prévention du radicalisme, est né un dialogue retranscrit dans un livre « Il nous reste les mots ». Depuis le 8 septembre, vous assistez presque chaque jour au procès des attentats de novembre 2015. Vous y avez témoigné, comme l'ont fait votre épouse et votre fils Clément. Et je vous remercie d'avoir accepté d'être l'invité de cette thématique qui est enregistrée en public et à l'école alsacienne. Le 13 novembre 2015, peu après 21h, 3 commandos mènent des attaques à quelques minutes d'intervalle aux abords du Stade de France, sur plusieurs terrasses des 10e et 11e arrondissements de Paris et dans la salle du Bataclan. Ces attentats à l'arme de guerre, revendiqués le lendemain par l'État islamique, seront les plus meurtriers jamais perpétrés en France. 131 personnes y perdent la vie, plusieurs centaines sont blessées. Aux séquelles physiques s'ajoute l'impact traumatique des attentats, profond chez beaucoup des rescapés, des proches de victimes, des sauveteurs et des forces de l'ordre. Dans les jours puis les mois qui suivent l'attaque, les arrestations se multiplient en Belgique et en France, de sorte que, dès avril 2016, 14 personnes attendent d'être présentées à la justice. Parmi elles, le dernier membre du convoi de la mort, Salah Abdeslam, interpellé le 18 mars 2016 à Molenbeek-Saint-Jean en Belgique. Le procès des instigateurs, du dernier exécutant en vie et des complices présumés des attaques du 13 novembre 2015 s'est ouvert le 8 septembre 2021 devant la cour d'assises spéciale de Paris. La salle d'audience, baptisée Grand Procès, a été spécialement conçue et installée au palais de justice afin d'accueillir les 335 avocats des 1800 victimes s'étant constitués partie civile, du moins à l'ouverture du procès, puisqu'il est toujours possible de se constituer partie civile en cours de route. Les 15 experts, les 131 témoins et les centaines de journalistes présents chaque jour s'ajoutent aux personnes dont je viens de parler.
Selon Jean-Louis Perriès, le président de la cour d'assises, le procès devrait durer 9 mois. 9 mois durant lesquels le parquet, les parties civiles, la défense et finalement la cour s'efforceront de remonter le fil des attaques, de définir le parcours des terroristes, notamment à travers les témoignages d'enquêteurs, de chercheurs, de personnalités politiques, mais aussi de savoir si ces attentats auraient pu être déjoués et pourquoi, si c'est le cas, ils ne l'ont pas été. La fin de l'automne a été consacrée à ce point, et notamment à l'interrogatoire des enquêteurs français et belges. À partir de février 2022, le procès s'intéressera à la logistique des attentats et examinera le rôle de chacun des accusés. Viendront ensuite réquisitoires et plaidoiries avant que justice ne soit rendue fin mai 2022 si le calendrier prévu s'avère tenable. À l'ouverture des débats, à la fin de l'été, les premiers à monter à la barre ont été les victimes et les proches de victimes. Pour Pascal Robert-Diard, qui couvre le procès pour le journal Le Monde, je cite, « En témoignant si nombreux à l'audience, ils déposent cette solitude que ni le soutien de leurs proches, ni les séances de psychothérapie, ni même l'écoute et la solidarité des associations n'a permis de vaincre. » Georges Saline, avant que nous en venions à votre première déclaration à la barre des témoins, vous m'avez dit que vous trouviez important de préciser physiquement comment se passe le procès et dans quel espace il se déroule. Oui, effectivement, c'est la première fois que j'assiste à un procès d'assises et celui-ci est particulier. On parle de procès hors norme et en même temps, on est tous très préoccupés qu'il se déroule selon les normes. C'est une contradiction sur laquelle on pourra revenir. Mais en effet, pour tous ceux qui y participent, la dimension physique est assez frappante parce que le procès se déroule au palais de justice, au vieux palais de justice, pas celui qui se trouve actuellement dans le 17e arrondissement, mais au palais de justice historique. Et donc ce palais de justice est sur l'île de la Cité. Et cette île de la Cité a été bunkérisée, est entourée d'un dispositif sécuritaire, donc il faut franchir un certain nombre de cordons pour accéder à l'entrée qui se fait pour les parties civiles par la rue de Harlay, donc à l'arrière du palais de justice. Là, on passe d'abord devant un chien fort sympathique qui vous renifle le pantalon pour voir si vous n'y cachez pas des explosifs. Et ensuite, on a l'impression de rentrer dans un aéroport, en fait. Donc, on passe par des portiques de sécurité et puis on suit un long couloir qui mène à la salle des pas perdus, à l'intérieur de laquelle a été construite une salle d'audience de 600 places, qui est la salle où se trouvent le président, la cour, les avocats et les accusés. Il y a d'autres salles annexes qui permettent d'accueillir les journalistes, qui permettent d'accueillir le public aussi, qui lui rentre par le boulevard du Palais. Mais effectivement, on a cette impression de rentrer dans le Saint des Saints, comme dans un temple où on franchit un certain nombre de barrières pour être dans cet endroit qui a été décrit par Pascal Robert-Diard, que vous venez de citer, Philippe, comme un cocon. Et ce terme lui a valu une petite polémique avec certains de mes amis victimes parce que elle s'interrogeait en fait sur l'excès de précaution qui était pris vis-à-vis des parties civiles et nous n'avons pas évidemment l'impression d'être dans une situation extrêmement confortable lorsqu'on va dans cet endroit-là parce que on y entend des choses qui sont terribles, qui font revivre des souvenirs terribles, qui ravivent notre douleur. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas participé à ce flot de critiques. J'ai plutôt compris ce qu'elle voulait dire. Et donc, il y a cette dimension physique et il y a une dimension humaine qui est que tout le monde est bienveillant, finalement. Les gendarmes qui
qui nous font enlever notre ceinture et déposer le téléphone portable dans le petit tiroir qui va passer sous l'appareil à rayon X sont extrêmement aimables et nous souhaitent une bonne journée. Le président Périès est quelqu'un qui conduit ces débats avec une autorité très ferme, mais en même temps avec beaucoup d'attention et de bienveillance, et en particulier de bienveillance vis-à-vis des partis civils, ce qui fait qu'il y a eu justement tous ces débats autour de ce qui pouvait être diffusé comme document audio ou vidéo, et ce qui ne devait pas l'être pour éviter d'ajouter du traumatisme aux victimes. Les droits de la défense sont respectés. Il y a eu beaucoup de débats sur des points de droit. Moi, j'apprends énormément de choses je n'ai pas fait du droit, donc j'ai fait médecine, mais là, je suis en train de devenir très très savant sur certains articles du code de procédure pénale. Et il y a même eu des gestes assez frappants, comme le fait qu'en début de procès, maintenant les choses sont un peu mieux organisées, mais en début de procès, comme les audiences se prolongent quelquefois fort tard dans la soirée, les accusés n'avaient pas été suffisamment nourris ou on n'avait pas pensé à les nourrir suffisamment, et les avocats de la défense ont émis une petite protestation, et ce sont des parties civiles qui ont fait passer des petits gâteaux aux accusés pour qu'ils puissent continuer à suivre les débats jusqu'à la fin de la journée sans risquer l'hypoglycémie. Et donc une des personnes qui est venue déposer à la barre a raconté cette petite anecdote. C'était Aurélie Sylvestre, sur le fait que elle racontait à une amie comment se passaient les choses, et son amie lui a dit au fond, cette salle, c'est le pays où nous voudrions vivre, où on aimerait vivre. Et j'ai trouvé que oui, elle avait tout à fait raison. Oui, cette apparente contradiction, je crois, est riche de beaucoup de questions, mais peut-être je reviendrai, si vous voulez bien, à la déclaration que vous avez faite vous-même à la Cour, quand vous avez témoigné, après que votre épouse Emmanuelle avait raconté ce qu'ont été les heures qui ont suivi l'annonce pour vous de la mort de Lola, et que votre fils Clément avait fait le portrait de sa sœur. Vous avez déclaré à la Cour: je vais vous parler de mes attentes vis-à-vis de ce procès. Ma principale attente était probablement d'entendre les parties civiles, et plus particulièrement celles qui, contrairement à moi et à quelques autres, ne s'étaient jamais exprimées dans la presse, dans des documentaires ou dans des livres. Est-ce que cette attente, si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, elle a été à la fois comblée et déjouée, si je puis dire, ou enrichie? Est-ce que c'est une analyse qui vous paraît juste? Alors, déjoué, non. Enrichi, oui, certainement. De toute manière, je retire jusqu'à maintenant du procès beaucoup plus de choses que ce que j'en entendais. Ça m'a surpris au point qu'effectivement, comme vous le disiez, j'y vais presque tous les jours, alors que je n'avais pas du tout prévu de faire ça. Je pensais y aller de manière beaucoup plus restreinte. J'avais peur, effectivement, de consacrer 9 mois de ma vie à ce procès sans pouvoir faire grand-chose d'autre, puisque c'est quand même très, très prenant. Et je retire énormément de choses de ce procès, mais en particulier, alors ça c'était une de mes attentes, effectivement, d'entendre les témoignages des parties civiles. Et ces 5 semaines pendant lesquelles on a 5 semaines complètes, là, parce que c'était du lundi au vendredi et quelquefois fort tard dans la journée, ça a été un défilé extrêmement émouvant, avec une dimension d'émotion, d'horreur,
ça a permis de mesurer l'ampleur de ce qui était arrivé, l'impact, et ça a permis aussi de mesurer la qualité d'humanité de la plupart des victimes qui ont déposé, quelles que soient leurs origines, leurs antécédents. La plupart des victimes, alors il y a des nuances bien sûr, mais la plupart des victimes ont mis à l'avant le fait qu'elles n'étaient pas dominées par un ressentiment, une haine, un désir de vengeance vis-à-vis des accusés, mais plutôt par le sentiment d'un immense gâchis, d'une absurdité des actes qui avaient été commis. Et d'un désir que le procès soit une étape, puisse contribuer à trouver, à aller vers un nouvel équilibre, à retrouver une paix possible pour elle. Quelque chose de très frappant aussi dans les témoignages des victimes, ça a été la fréquence de l'emploi du mot culpabilité. Les survivants se sentent coupables d'avoir survécu. Ceux qui sont sortis indemnes physiquement du Bataclan, des terrasses ou du Stade de France se sentent coupables d'être là et d'usurper la place des blessés on a eu des témoignages de personnes blessées extrêmement impressionnants, puisque quand on les voit arriver à la barre sur leur fauteuil roulant ou avec leur gueule cassée, avec des séquelles physiques très très importantes, on est bien sûr très très ému. Mais les blessés eux-mêmes disent oui, mais je me sens coupable d'être en vie. Alors que j'entends les parents qui viennent témoigner. Certains ont des enfants, donc disent, je ne peux pas m'imaginer ce que c'est que de perdre un enfant, etc. Et puis nous, les endeuillés, plusieurs... Aurélie Sylvestre, par exemple, a dit ça. On a une espèce de sentiment de syndrome de l'usurpateur aussi, parce que quand on entend les témoignages de ceux qui étaient là, et ça permet aussi de prendre... de se rendre compte de l'ampleur de ce que c'est que le syndrome de stress post-traumatique, le fait d'avoir été confronté à ces scènes de guerre. On dit oui, on a perdu quelque chose de terrible, nos enfants ne reviendront pas, mais on a du mal à nous n'étions pas là, nous n'avons pas pataugé dans le sang, nous n'avons pas marché sur les cadavres. Et au fond, tout le monde souffre et tout le monde se sent petit par rapport à la souffrance de l'autre. Ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup frappé. David Jays. Difficile de trouver les mots, mais je voudrais d'abord, monsieur, vous exprimer ma compassion, mon admiration et mon respect, parce que effectivement, cette catastrophe, elle nous a tous éclaboussés par vaguelettes de chagrin, comme vous l'avez dit dans votre poignant témoignage. Mais le drame indicible que vous avez vécu dans votre cher monsieur est absolument inimaginable pour quiconque n'en a pas fait lui-même l'expérience. Et je voulais vous dire mon admiration face à la dignité et à la discipline avec lesquelles vous faites face pour ne pas tomber, pour se tenir droit, pour continuer à témoigner. Vous avez dit dans votre témoignage, dans votre déposition, que vous souhaitiez, c'était parmi vos attentes, vous engager dans des opérations de justice restaurative avec les criminels, avec les terroristes. Alors, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est peut-être d'expliquer à nos auditeurs ce que c'est que cette justice restaurative. Et la question que je voudrais vous poser en complément, c'est est-il possible de faire de la justice restaurative avec des personnes qui incarnent le mal absolu? Est-il possible? Y a-t-il encore quelque chose à sauver?
Georges Salé. Oui, alors la justice restaurative, en fait, c'est assez facile à comprendre, justement, lorsqu'on assiste à un procès et qu'on discute avec les victimes sur ce qu'elles attendent d'un procès. Beaucoup nous disent j'ai envie de m'adresser aux accusés et de leur dire ma manière de penser, avec plein de nuances sur ce que ça peut recouvrir. Mais il y a ça. Or, c'est exactement ce qui n'est pas possible lors d'un procès d'assises, parce que on s'adresse au président du tribunal et on répond à ces questions. Et même lorsque les avocats de la défense ou des parties civiles ou le ministère public posent des questions, on répond en s'adressant au président du tribunal. Les accusés, on les voit du coin de l'œil. En plus, ils sont dans un box là, vitré, donc on les voit malgré tout pas très bien. Et les parties civiles veulent aussi entendre ce que les accusés ont à dire. Mais alors, les accusés s'expriment, se sont exprimés plus que ce que j'osais espérer. Mais évidemment, dans le cadre d'un procès pénal, les accusés jouent gros. Dans un procès pour terrorisme, ils jouent des dizaines d'années de prison en plus ou en moins. Et donc, il est extrêmement difficile de faire confiance à leur sincérité, à la sincérité de leurs déclarations. Surtout lorsqu'ils proclament leur innocence ou qu'ils expriment de la compassion vis-à-vis des victimes. Et donc, la justice restaurative, c'est un peu ça. C'est le constat que ce qui n'est pas possible dans le cadre d'un procès pénal a quand même son intérêt et devrait être permis dans un autre cadre, c'est-à-dire à huis clos, sans presse, sans avocat, sans juge, sans sentence à la fin, mais on se regarde les yeux dans les yeux et on se dit ce qu'on a envie de dire. Alors, c'est encadré, il y a plein d'expériences étrangères qui ont été évidemment... les Québécois ou les Suisses font ça depuis longtemps parce qu'ils sont plus forts que nous, mais c'est quand même balbutiant un peu partout. En France, c'est prévu par une loi qui a été... ça s'appelait la loi Taubira, si je me souviens bien, qui a introduit un alinéa 1 dans l'article 10 du Code de procédure pénale qui prévoit que des auteurs de délits ou de crimes ou des victimes peuvent demander à entrer dans un processus de justice restaurative. Ça se pratique en France, avec des variantes selon les juridictions, un peu moins à Paris, un peu plus à Montpellier. Voilà, c'est des questions de personnes en fait. Ça dépend beaucoup des magistrats en charge et des associations d'aide aux victimes qui s'y trouvent. Mais en France, ça se pratique beaucoup plus dans les affaires de conflits entre époux, de maltraitance ou de harcèlement ou des choses comme ça, avec une visée de réconciliation ou de permettre à chacun d'évoluer et de poursuivre sa vie. En matière de terrorisme, ça n'a jamais été fait en France. Ça a été beaucoup pratiqué dans certains pays à l'étranger pour certains types de terrorisme. Par exemple, en Espagne avec le terrorisme basque. Parce que c'est une forme de terrorisme qui a fracturé les sociétés à l'intérieur des villages du Pays Basque où on avait des familles d'Étara et des familles de victimes qui habitaient d'un côté et de l'autre de la rue.
Mais les spécialistes de cette question s'interrogent. J'ai lu des articles sur le fait, est-ce qu'en matière de terrorisme, c'est possible? Est-ce que ça a un intérêt? Bon, honnêtement, si j'ai dit ça, c'était pas dans l'espoir que, en m'adressant, je ne sais pas, à Salah Abdeslam, tout à coup, il allait voir la lumière et décider d'abandonner le djihad. Hein. C'est pas ça. Mais je pense que voilà, le fait de pouvoir s'adresser, de pouvoir dire ce qu'on a à dire et de pouvoir entendre sans filtre ce que l'autre a à dire, c'est quelque chose d'important qui peut intéresser certaines personnes. Il n'y a aucune obligation. Ça suppose d'ailleurs que les deux parties veulent se parler. Absolument. En l'occurrence. Et soient d'accord sur les objets, sur l'objectif. Enfin, il y a une longue phase de médiation où chacun chacun sait à peu près ce que l'autre a l'intention de dire, et c'est un peu encadré. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je partage exactement ce que vient de dire mon camarade. Il y a un instant sur la compassion, bien évidemment, mais le respect qu'inspire votre attitude, cette discipline, cet effort d'objectivation, de mise à distance intellectuelle, qui n'est en aucune façon, évidemment, une mise à distance affective et émotionnelle, dont vous faites preuve. Je crois que c'est admirable. Et je le dis d'autant plus que, en principe, je suis l'homme politique de la bande, ici. C'est assez incertain. Hein. Mon statut d'homme politique, je ne suis quand même pas un homme politique tout à fait classique. J'aurais eu une fin de carrière avant d'avoir une carrière. Et ce que je ressens, c'est effectivement que un homme politique devrait avoir le même courage que vous, devrait avoir cette capacité de mettre à distance intellectuelle, de traiter. Et moi, je sens que je n'en suis pas capable. Non seulement je n'ai pas souffert ce qui vous est arrivé, ainsi qu'à votre épouse, vous avez souffert quelque chose d'abominable. J'ai eu, comme beaucoup de gens, des deuils cruels. J'ai perdu ma femme prématurément. Je vis dans des entourages de gens qui ont été aussi frappés, orphelins précoces, etc. Tout ça est déjà, quand je vois la souffrance que j'éprouve, que nous éprouvons en face de la mort, moi je ne crois pas au travail de deuil, je ne crois pas à ça. Je crois, comme Roland Barthes, à l'irrémédiable. Et donc j'ai énormément de mal à mettre à distance tout cela. C'est pour ça que alors je sais ce que j'aurais, des choses que vous avez faites et que j'aurais fait, parce que j'ai un surmoi suffisamment construit pour savoir que j'aurais été, comme vous, contre le mépris de l'état de droit, le respect du droit, même à des gens qui se sont considérés, qui se sont conduits de façon absolument abominable. Il faut respecter le droit. Je comprends. J'ai également été assez à distance de la mise en cause des pouvoirs publics, bien qu'évidemment il y ait eu, vous le dites, beaucoup de défaillances dans le traitement des choses, avec des choses épouvantables, comme ce qui est arrivé à Madame Sylvestre, à qui on a annoncé que son compagnon était vivant alors qu'il était mort. Enfin, c'est l'abomination absolue. Mais globalement, je sais qu'il y a une telle asymétrie entre les moyens de l'État et la capacité de frappe de ces tueurs, de ces assassins, que je crois qu'il ne faut pas regarder l'État avec indulgence, mais il faut regarder tout cela avec humilité sur nos capacités de réaction. La troisième réaction, dont je suis sûr que je l'aurais eue, c'est, à la différence du président Hollande, c'est la mise en cause, parce que ça, je l'ai eu à ce moment-là. Je me suis pas du tout associé à ce vote sur la déchéance de nationalité. J'étais pas au Parlement national, ni aucun Parlement à l'époque, mais je trouve que c'était absurde de transformer cette horreur en une espèce de séparation entre les Français et les autres. C'était un crime contre l'humanité. C'était pas un crime
des étrangers contre les Français. C'était quelque chose de tout à fait différent. Donc là, je vois tout ça. Mais ce que j'ai énormément de mal à comprendre, et ce que moi j'ai énormément de mal à envisager, ces criminels. Je sens, j'ai quelque chose, un sentiment qu'on ne doit sans doute pas avoir, un profond mépris pour la déchéance intellectuelle, morale et politique des assassins. C'est quelque chose qui en moi, je crois, aurait étouffé bien des choses. Mais je dis ça parce que je me suis mis à votre place en vous lisant. Je me suis mis à la place de Madame Sylvestre en lisant son témoignage, et je crois que c'est très difficile, et c'est en cela que je vous rends véritablement, docteur Saline, un hommage très profond. Mais ma question, je crois que vous avez eu tout à fait raison le mot est pas très heureux, de jouer le procès. C'est-à-dire d'accepter la logique du procès. Et vous en avez fait. Et ce procès est vraiment très inattendu, parce que c'est le seul cas connu où ce qui compte dans le procès, ce ne sont pas les coupables, dont on sait ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait, et à la limite qui méritent de toute manière des condamnations extrêmes dans le cadre de l'ordre juridique qui est le nôtre, mais ce sont les victimes. Et ça, vous avez dirigé cette association, vous l'avez fondée, vous l'avez dirigée, vous en êtes le président d'honneur. Et ce procès a été le moment où toutes les victimes ont rencontré la nation. Et je crois que ce que vous avez fait de très fort dans cette aventure, c'est cette aventure personnelle qui consiste à accepter la logique du procès, de s'impliquer, d'écouter, de revivre la souffrance de la mort de votre fille, de la mort de tous ces innocents qui étaient là, etc., et qui ont disparu bêtement, atrocement, sans raison. Tout cet effort que vous avez fait, il est, je crois, très précieux, parce que il a vraiment contribué à l'unité nationale. Et pour un homme politique, c'est important, l'unité nationale. Pas l'unité des slogans, mais l'unité profonde d'un pays qui, à travers la chronique de ce procès, a vécu, a partagé votre deuil, s'est senti en communion avec vous tous. Les Français se sont sentis en communion les uns avec les autres. On a véritablement resserré des liens, alors que ce qui caractérise notre pays et ce qui caractérise les sociétés occidentales, c'est la fragmentation, la dislocation, l'enfermement de chacun dans des galeries de mines qui interdisent de voir toute autre personne qui est ailleurs, en dehors de cette galerie. Et ça, je crois qu'on vous le doit. C'est un procès étonnant. On n'a parlé que des victimes. À la limite, les assassins ne nous intéressent pas. C'est peut-être une erreur. Vous avez engagé le dialogue avec le père d'un des plus grands assassins de cette horrible soirée. Mais à la limite, vous avez senti que ce père était dans une situation qui était à certains égards comparable, à certains égards seulement, comparable à la vôtre. Il avait perdu son fils qu'il n'avait pas su garder dans la bonne voie. Il avait toutes les raisons de s'en vouloir. Mais même d'ailleurs, à travers ça, c'est plutôt le père qui était en cause que le fils. J'ai eu l'impression que, en réalité, la France, à travers ce procès, et en grande partie grâce à vous, s'est réunie autour de ces victimes. Et vous savez, on avait dit « Je suis Charlie », etc. « Je suis Charlie », c'était des grandes manifestations publiques. Il y avait quelque chose de fort dans « Je suis Charlie », mais c'était des grandes manifestations publiques avec des slogans, tandis que là, ce qui a été vécu, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus intime, de beaucoup plus où le destin de chaque famille, de chaque victime, le destin individuel et l'attente, la découverte, l'horreur, a été en fait partagé
par l'ensemble de la communauté nationale. Et ça, on vous le doit. Je voudrais savoir si vous avez eu conscience de ce rôle politique, public en tout cas, au sens plein du terme, que vous avez en fait très, très, très admirablement rempli. Georges Saline. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Vous avez dit beaucoup de choses, Monsieur Bourlange, et il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais réagir. Oui, j'ai pleinement conscience que les événements du 13 novembre et tout ce qui s'est déroulé depuis et les prises de position des uns et des autres sont écoutées et participent au dialogue national de manière très, très, très claire et très, très importante. Sur le procès lui-même, je suis que partiellement d'accord avec vous sur le fait que l'important, c'est les victimes et pas les accusés, puisqu'ils sont présumés innocents tant qu'ils n'ont pas été condamnés, les accusés. Mais à la différence du procès des attentats de janvier 2015, à la différence probablement de ce que sera le procès de l'attentat du 14 juillet à Nice, nous avons dans le box des accusés, des personnes sur lesquelles pèsent des charges très lourdes. Des personnes qui participaient à l'idéologie de Daesh. Alors, il est vrai que ce sont des exécutants plus que des concepteurs ou des dirigeants. Parce que les grands dirigeants, ceux qui ont mis en place cette stratégie d'attentat visant l'Europe, c'est Oussama Attar et au-dessus de lui El Adnani et au-dessus de lui El Baghdadi, le calife. Tous ces gens-là ont été exécutés par des opérations, au cours d'opérations militaires. Ils sont probablement morts. Alors certains figurent parmi les accusés qui sont jugés par contumace parce qu'on n'a pas leur ADN, donc on n'est pas absolument sûr qu'ils soient morts. Enfin, comme les frères Klein, par exemple. Mais, et puis, on a eu Abdelhamid Abaoud, qui était le coordinateur qui est venu de Syrie pour diriger, pour coordonner les opérations sur le terrain. Et il a trouvé la mort le 18 novembre 2015 à Saint-Denis, dans l'assaut qu'a donné le raid sur l'immeuble de la rue des Corbillons, dans l'appartement qui appartenait à monsieur Jawad Ben Daoud. Et il y avait également les frères El Bakraoui, Ibrahim et Khalid, qui étaient vraiment les dirigeants qui sont toujours restés sur le sol belge, mais qui étaient les hommes de confiance en Belgique de l'État islamique, et qui ont trouvé la mort le 22 mars 2018, l'un dans le métro et l'autre à l'aéroport de Zaventem. Mais on a des gens comme Salah Abdeslam, comme Mohamed Abrini, comme Oussama Krayem, qui ont participé au projet terroriste de A à Z. Néanmoins, on a dans le box 11 accusés, plus 3 qui comparaissent libres, et sur lesquels pèsent des charges différentes et qui ont des stratégies de défense, certains proclamant leur innocence. Par exemple, Yassine Attar, qui est le frère d'Oussama Attar, a une stratégie de défense qui consiste à dire, au fond, je suis là parce que je suis le petit frère de mon grand frère, mais moi, j'ai rien fait. Pour le moment, le procès est loin d'être fini, mais il y a quand même des vrais débats autour de sa culpabilité. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que cette semaine-là, c'est que ces proclamations
de rejet de l'idéologie de Daesh sont quand même largement hypocrites, en tout cas, à moins qu'il ait radicalement changé d'idée depuis qu'il est en prison, mais dans son téléphone, les enquêteurs belges ont trouvé des messages où, pendant que sa femme était en train d'accoucher, il râlait parce qu'on lui avait fait une péridurale et que le gynécologue était un homme. Donc voilà, c'était quand même pas tout à fait un grand humaniste. Donc c'est quand même aussi c'est aussi un vrai procès d'assises. Voilà. J'ai pas voulu dire que c'était pas un procès pénal. J'ai voulu dire que la façon dont il a été vécu dans l'opinion a été essentiellement centrée sur les victimes. C'est simplement ça. Bien sûr que c'est un procès, c'est son but. Et autre chose aussi, quand j'ai dit tout à l'heure que dans le procès, j'y trouvais plus que ce que j'en attendais. Et comme vous, par exemple, je suis a priori assez indulgent avec les turpitudes ou les erreurs ou les faiblesses de l'action des pouvoirs publics, parce que c'est compliqué, parce que les moyens sont pas là, parce que l'erreur est humaine. Et puis, je m'attendais pas à ce qu'on revienne trop sur ces problèmes-là, parce que on est dans le procès des accusés, et ceux qui sont accusés et ceux qui sont coupables d'avoir tué nos enfants, ce sont eux, et c'est ni François Hollande ni la police belge. Néanmoins, au fil des débats, on voit que le problème les métaphores fleurissent, on parle de trous dans la raquette, d'angles morts, de choses comme ça. Il y a eu des choses quand même qui sont très très lourdes, très lourdes. Alors il y a des fausses pistes, comme par exemple, c'est mon point de vue, mais par exemple on a beaucoup glosé sur le fait que le Bataclan avait reçu des menaces. Et que donc on aurait dû mieux protéger cette salle. En fait, quand on regarde les choses, c'était des menaces assez vagues et qui dataient, qui étaient dans un autre contexte, qui s'inscrivaient dans un projet antisémite, parce que ce qui était reproché au Bataclan, c'était d'avoir accueilli des manifestations de soutien à Israël. Et en fait, tout ça a été tombé, et la volonté de Daesh le 13 novembre, c'était très clairement, même si Daesh, l'antisémitisme fait partie de l'idéologie de Daesh, bien entendu, mais la préoccupation, c'était de frapper la France. Et donc, il fallait pas polluer le message en faisant des choses, en choisissant des cibles juives ou liées à Israël. Donc il y a des fausses pistes, mais il y a des vrais manquements côté français, par exemple. Donc un cas que je connais bien, Sami Amimour, donc puisque j'ai dialogué avec son père, mais Sami Amimour avait été arrêté, placé en garde à vue en 2012 pour un projet de départ sur zone pour aller participer à un projet djihadiste. Marc Trévidic, juge d'instruction à l'époque, l'a placé sous contrôle judiciaire. Donc, en principe, ses papiers lui ont été retirés. Et un an plus tard, il a pu quitter le territoire national avec des papiers, des vrais papiers, une carte d'identité, semble-t-il, pour aller jusqu'en Turquie et ensuite passer en Syrie. Et on a eu au moins 3 versions. Soit il a fait refaire ses papiers, et le fonctionnaire qui lui a fait sa carte d'identité n'a pas vérifié qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire signalée dans le fichier ad hoc. Donc ça, c'est une faute. Soit
ce fichier n'avait pas été renseigné, ça c'est une autre faute, ça serait la justice qui serait en faute. Soit on avait pris la précaution de lui retirer son passeport, mais pas sa carte d'identité. Donc on a entendu 3 explications et pour le moment on ne sait pas. Bon, voilà, donc ça, voilà, si tout le monde avait fait son travail correctement, sans moyens extraordinaires... si quelque chose marchait bien dans ce pays, ça se saurait. Hein. Voilà. Mais alors, dans notre pays, M. Bourlange, oui, tout ne marche pas très bien. Mais alors en Belgique... Oui. En Belgique, ça a été un désastre. Ils n'ont jamais eu l'ENA. Ça a été un désastre. Alors, je ne sais pas si c'est l'ENA ou pas, mais enfin, je ne vais pas rentrer peut-être dans les détails, mais là, on sort d'une semaine. Parce que dans le procès, on est influencé, parce que ça marche par phase. Donc là, moi, je suis un peu plongé, effectivement, dans les dépositions des enquêteurs belges. Et ces malheureux enquêteurs belges ont passé une semaine à se faire essorer par les questions... qui révèle enfin et bon, on peut pas refaire l'histoire. C'est pas en s'apesantissant sur ces manquements que nos enfants revivront, mais on ne peut qu'éprouver du regret. Richard Verly. Alors, il se trouve que moi, j'ai participé à quelques audiences en tant que journaliste du procès, mais je ne l'ai pas suivi dans sa totalité, contrairement à vous. Et j'étais dans une salle d'écoute. Donc, je n'étais pas dans la salle principale. Je l'avais visité, la salle principale, avant, vous savez, quand elle nous avait été présentée, avant que le procès démarre. Mais depuis, j'y suis pas retourné. Donc, tout ce que j'ai suivi, je l'ai suivi sur écran retransmis. Donc, on voit évidemment tout ce que vous voyez. Peut-être même que des fois, je me le demande, on le voit presque mieux, parce que les caméras montrent plus de détails que lorsque vous êtes dans la salle, et notamment ce que vous disiez des accusés. Nous, quand on est dans les salles de retransmission, je pense peut-être parce qu'il y a une caméra qui focalise sur eux de manière plus, je ne sais pas, plus directe, mais on les voit beaucoup. Il me semble que quand on est dans la salle de retransmission, on prête peut-être plus d'attention aux accusés que quand on est dans la salle où vous vous trouvez. Sur le procès, et bien évidemment, tout ce qu'ont dit Jean-Louis et David du respect devant votre démarche, moi j'avais 3 interrogations et je dois dire qu'elles ne m'ont pas quitté. J'y suis allé à 4 reprises au procès. J'ai rencontré aussi des parents de victimes. Il se trouve que dans mon journal Le Temps, on publie chaque semaine la même chronique que celle du Nouvel Observateur, c'est-à-dire celle d'Emmanuel Carrère, qui raconte le procès. Donc régulièrement, on a la chronique hebdomadaire des débats à travers un certain point que l'écrivain choisit de singulariser. La première question qui ne m'a pas quitté, c'est celle de la dimension publique de ce procès. C'est-à-dire que vous avez très bien décrit ce qu'est l'île de la Cité, l'endroit par lequel on passe, à l'arrière, puisque les journalistes passent du même côté, ce long tunnel pour accéder à la salle d'audience. C'est vrai que c'est très frappant de se retrouver dans ce lieu qui a l'air protégé de tout. Mais moi, je me souviens à plusieurs reprises être ensuite ressorti, me trouver dans la rue île de la Cité, et les passants piétons qui sont autorisés à traverser, puisque les voitures ne le sont pas, c'est barré par des véhicules de police, eh bien tous se demandaient pourquoi on fait tout ça. C'est-à-dire, ce qui m'a frappé, c'est peut-être contrairement, et encore une fois, c'est un micro-trottoir qui n'est pas très révélateur, mais peut-être contrairement à l'affirmation de Jean-Louis, je ne suis pas certain que la dimension publique de ce procès est vraiment percolée dans l'opinion. J'ai été frappé devant le palais de justice de parler avec des gens qui disaient « mais on en fait beaucoup, tout ça coûte énormément d'argent ». Vous voyez, des choses que vous avez peut-être vous-même entendues. Et donc ma première question, c'est est-ce que le même procès, dans les mêmes conditions, n'aurait pas pu se tenir autrement, ou est-ce que la dimension publique est pour vous, en tant que parent de victimes et que partie civile, une dimension essentielle ? Ça, c'est le premier point sur lequel j'aimerais beaucoup vous entendre. Parce que j'avoue qu'en ce qui me concerne, ce n'est pas tout à fait tranché. Le deuxième point, c'est concernant les accusés. Et là, vous l'avez très bien dit, on a des gens qui étaient dans la chaîne, assez souvent plus que des exécutants. Disons qu'ils étaient dans la chaîne d'exécution des attentats, mais pas nécessairement tout au bout de cette chaîne. C'est-à-dire qu'ils ont participé à un moment donné où, semble-t-il, on en saura plus en février, mais ce qu'ils ont déjà dit et ce qui a été dit sur eux démontre qu'ils avaient un rôle plus que celui d'exécutant pour certains d'entre eux. Mais quand même, ce qui m'a frappé, et là j'aimerais avoir votre opinion,
c'est l'extrême banalité de leur dérive. En tout cas pour certains d'entre eux, et notamment pour les Belges, c'est-à-dire l'entourage d'Abdeslam, Mohamed Abrini, etc. Quand ils ont parlé, on se dit que véritablement ce qui peut conduire à devenir un tueur de masse, c'est pas grand-chose. J'allais dire, c'est presque rien, parce qu'ils expliquent bien que finalement tout ça, finalement ils se sont trouvés happés par cet engrenage djihadiste, peut-être même, et là j'avoue que je pose la question, sans avoir compris la portée de l'endroit où ils allaient. Et bien évidemment, comme Abaoud n'est pas là, on ne saura pas. Et juste pour terminer sur ce point, cette question, est-ce que finalement elle ne vous taraude pas comme parent de victime, à savoir, est-ce que la version qu'ils donnent est une version édulcorée, ce que vous avez laissé entendre peut-être pour certains d'entre eux, ou est-ce que finalement, et je ne voudrais pas reprendre un mot qui a été utilisé dans d'autres circonstances, est-ce qu'on n'est quand même pas un peu confronté à la terrible banalité du mal? Georges Saline. Alors, sur la première partie de votre question, est-ce qu'on aurait pu faire autrement pour que le procès soit plus perceptible par le grand public ou plus pédagogique? Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai pas de réponse à ça. Alors, ceux qui veulent bien s'y intéresser ont quand même... Alors, c'est quand même un procès public, donc il y a des gens qui peuvent venir y assister, mais évidemment, peu le font, on a le temps de le faire. Il faut être un peu parisien pour fréquenter le palais. Mais il est possible de s'informer. Alors, vous avez cité la rubrique hebdomadaire d'Emmanuel Carrère, c'est une lecture intéressante chaque semaine. Hein, il donne un éclairage très particulier. Quotidiennement, mais sur le web, Charlie Hebdo fait un compte-rendu qui est très bien fait aussi, avec une qualité iconographique évidemment liée à la qualité des dessinateurs qui participent. Il y a d'autres. Le Monde fait un bon boulot. Mediapart fait des articles intéressants. France Info. On peut regarder les live tweets. Celui de Charlotte Piret et Sophie Parmentier en alternance pour France Inter, ou celui d'Aurélie Sarraut pour LCI, qui permettent quasiment de suivre l'intégralité. Hein. Au-delà, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, parce que tous les débats sont filmés, enregistrés, mais ne seront accessibles au grand public seront accessibles à tout le monde dans 50 ans. Donc, nous risquons... Certains d'entre nous risquent de ne pas pouvoir tenir jusque-là, mais ils pourront être partiellement visibles dans des documentaires avec tout un tas d'autorisations à demander, mais comme des extraits du procès Barbie, par exemple, ont déjà pu être visibles avant ceux des 50 ans. Non, honnêtement, je ne sais pas. Alors après, comment devient-on terroriste? Moi, c'est la question qui me préoccupe depuis le départ, parce que le 14 novembre, moi, je me suis dit comment faire pour que ça n'arrive pas à d'autres, ce qui vient de m'arriver à moi. Donc j'ai réfléchi dans les bouquins que j'ai faits, etc. Et je pense, oui, on voit les retours d'expérience qui sont faits sur l'organisation du renseignement de la police. Quand on voit des manquements, on se dit la police doit être mieux organisée. Mais moi, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un policier non plus, donc je peux guère contribuer à ça. Il y a des actions militaires, il y a des actions sur l'intégration, la politique de la ville, que sais-je, mais moi, je me suis dit, ce que je peux faire, c'est prêter mon concours à des activités de type éducatif. Donc, je le fais dans
dans les collèges, dans les lycées, en prison maintenant, ou bien les personnes sous main de justice, comme on dit, c'est-à-dire les gens qui sont libres mais qui ont un bracelet électronique ou ce genre de choses. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Je demande à ce que ça soit évalué, mais en tout cas, j'essaye de faire ça. Mais pour que ce type d'action soit efficace, encore faudrait-il qu'on comprenne mieux comment on franchit le pas. Et je crois que indépendamment du procès lui-même, qui m'apprend beaucoup, j'ai aussi beaucoup lu, beaucoup réfléchi, beaucoup discuté, beaucoup dialogué. Et il y a manifestement il n'y a pas un modèle unique. Il y a des parcours de vie assez différents. Et puis il y a un aspect déclic. Au procès, ce qui est quand même extrêmement frappant, c'est que tous ces gens-là, tous ces membres de cette cellule terroriste, enfin tous, quasiment tous, se connaissaient, étaient cousins, étaient frères, vivaient à Molenbeek ou à Laeken, à quelques centaines de mètres les uns des autres, fréquentaient le même bistrot. Et donc, il y a eu le rôle aussi de prédicateurs qui ont joué un rôle dans la radicalisation. Il y a eu le rôle de sites internet. Il y a eu il y a beaucoup de choses. Quelquefois, il faut être dans ces affaires-là, il faut à la fois éviter d'être naïf, mais il faut aussi, par petites touches, arriver à ne pas faciliter la tâche des recruteurs de terroristes. Par exemple, il est tout à fait clair, et je passe du temps là-dessus pour le démontrer, que le discours de Daesh, qui a été à la fois porté dans les communiqués revendiquant les attentats, dans ce qu'ont dit les 3 terroristes du Bataclan à leurs victimes, et ce qu'a répété Salah Abdeslam à la cour, c'est-à-dire, grosso modo, on frappe la France parce que vous nous avez bombardés, est absolument faux. C'est pas pour ça que Daesh frappe la France. D'ailleurs, Daesh a commencé à prévoir ces attentats avant même que la France bombarde quoi que ce soit. Mais par contre, nos turpitudes, nos manquements vis-à-vis de nos propres principes peuvent faciliter le discours des recruteurs et peuvent aider au recrutement de personnes dont on va chauffer les esprits sur le thème de la malfaisance de l'Occident. Voilà. Donc, ce qu'a dit Hugo Micheron, qui est un très bon expert de l'islamisme, en disant Guantanamo, c'est du pain béni pour Daesh. Ça a été du pain béni pour Daesh. Voilà. Donc, il faut éviter de faire Guantanamo bis. Je vous remercie. Avant que nous passions à la deuxième partie de cette matinée, c'est-à-dire les échanges avec le public, je voudrais lire le texte que vous m'aviez signalé quand je vous ai proposé d'être l'invité de cette émission. C'est le texte d'Aurélie Sylvestre, dont il a été question déjà, notamment dans la bouche de Jean-Louis Bourlange. Je le ferai après avoir remercié Christian Sory et Laurie Galigani, qui ont enregistré cette émission, Pierre Levrel, avec qui elle a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau, qui se veille à notre site, et Olivier Magloire, qui veille à nos plateformes de financement, et le public qui est venu nombreux à l'école alsacienne. Voilà le texte sur lequel je souhaiterais terminer. C'est la fin de la déposition d'Aurélie Sylvestre au procès. Aurélie Sylvestre a perdu son compagnon. Elle était enceinte d'une petite fille, si je ne me trompe pas, qui est née quelques semaines plus tard. C'est assez fou, dit-elle, mais je crois qu'il y a ici tout ce qui faisait de nous une cible. L'ouverture à l'autre, la capacité d'aimer, de réfléchir, de partager,
Et c'est incroyable de constater qu'au milieu de tout ce qui s'est cassé pour nous ce soir-là, ce truc-là, est resté intact, je crois. Alors je continue à venir ici, et chaque jour, je remplis un peu davantage mes cuves d'humanité. J'entends des histoires de héros de coin des rues, et je les rapporte à mes enfants le soir. Je leur raconte ce frère qui a sauvé sa sœur en la plaquant au sol. Je leur dis cet homme qui a décidé de rester avec mon amie Edith quand son corps lui empêchait de se sauver. Et moi, je ne suis pas prête de me remettre de l'histoire de ce policier qui s'est couché sur le terroriste pour que les otages puissent passer après l'assaut. Je dis aussi à mes enfants qu'un soir, quand il se faisait tard, des partis civils ont fait passer de la nourriture aux accusés. Et même que les avocats se sont cotisés pour payer une bonne défense aux méchants. Je peux expliquer à mes enfants qu'il n'y a que ce qui est équitable qui est juste. L'autre jour, une de mes amies m'a dit que cette salle était le pays dans lequel on voulait vivre. Je crois qu'elle a raison.